cette journée de déconfinement montréalais. Nous sommes très heureux de nous retrouver au Théâtre Paradoxe, lieu de diffusion culturelle du sud-ouest de Montréal et entreprise d'économie sociale. Monsieur Rabouin, Luc, bonjour. Luc est responsable du développement économique et commercial ainsi que du design au comité exécutif de la Ville de Montréal. Mes collègues, d'ouest en est, Nicolas Roy, Marc-André Perron, Marie-Claude Doré, bonjour. Christian Perron, Jean-François Lalonde et Annie Bourgoin, tous directeurs généraux de PME Montréal, vont s'entretenir pendant les 50 prochaines minutes avec M. Rabouin, qui a accepté de venir détailler avec nous certains axes du plan de relance économique de Montréal qu'il a dévoilé en compagnie de la mairesse la semaine dernière. Un mot sur PME Montréal pour ceux qui nous connaissent moins. PME Montréal est l'une des 6 organisations à qui la Ville de Montréal délègue le mandat de développement économique local pour soutenir les entrepreneurs et les entreprises montréalaises. Notre réseau compte 140 employés au service des entreprises et des entrepreneurs. En 2019, nous avons accompagné et soutenu 4 000 entreprises et permis la création et le maintien de 6 000 emplois. Que vous soyez en démarrage, en développement, croissance, consolidation, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour les prochaines 50 minutes, nous vous proposons un échange alimenté par une série de questions. Et pour débuter, j'invite mon collègue Christian Perron, directeur général de PME Centre-Ville, à lancer la discussion. Merci Jean-François. Mais je ne voudrais surtout pas manquer l'occasion de remercier l'administration, le service de développement économique, de te remercier, Luc, parce que faut surtout se rappeler qu'on a un fonds PME Montréal de 50 millions sous gestion par nos 6 bureaux. On a le FLS, le Fonds local de solidarité, qui est un autre 25-30 millions. On a eu au cours des dernières semaines, dans le fond, je peux presque utiliser le mot semaine, parce que ça ne fait pas très longtemps, on a eu un 40 millions que vous avez négocié avec le gouvernement du Québec, fonds d'aide d'urgence, qui va être recapitalisé d'un autre 20 millions de dollars. On est en train de finaliser les détails de la mise en place du programme phare pour un autre 30 millions de dollars. Donc, on a beaucoup de ressources. Alors, on a les 9 programmes réguliers, puis évidemment, on a 2 programmes additionnels. Puis il y a eu des mesures en plus pour l'économie sociale puis le commerce qui en ont vraiment besoin en ce moment-là. Alors, écoute, avant tout, là, je ne veux pas qu'on oublie de te remercier parce que c'est énorme, ça. Puis j'ajouterais ce que mon collègue Jean-François vient de présenter en termes de résultats. Avec le volume de demandes de transactions, nos 140 employés vont probablement doubler les 27 millions de dollars qui ont été déboursés l'année dernière. Donc, ça allait bien, de ce côté-là, ça va bien. Ça va continuer de bien aller. Puis, donc, avec les responsabilités, avec les privilèges viennent les responsabilités, puis on est là, puis on va faire ce qu'on a à faire. Alors, Luc, pas de souci. Je voudrais te poser donc la première question. Peux-tu partager les grandes lignes de la démarche que vous avez entreprise pour bâtir le plan de relance en nous expliquant concrètement la vision de la Ville, de ce plan qui s'inscrit dans la continuité de travail d'avant-crise? Merci, Christian, Jean-François. Salutations à tout le monde. D'entrée de jeu, on va s'envoyer des remerciements mutuels. Je veux aussi vous remercier grandement parce que on traverse en ce moment une crise vraiment importante. Les entrepreneurs sont en crise. Quand on a mis en place la ligne d'information dédiée là, pour répondre aux besoins des entreprises, on faisait affaire avec des entrepreneurs en détresse psychologique. Donc vraiment qui étaient frappés par la crise, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Et petit à petit, il y avait des annonces des différents paliers de gouvernement, mais c'était difficile de s'y retrouver. Donc, on a créé la ligne d'information et on a pu très rapidement les diriger vers le réseau d'accompagnement, de financement des entreprises à Montréal, qui est PME Montréal. Vous avez été disponible tout le long de la crise. Dès le début, vous vous êtes viré pour travailler en télétravail, ce qui fait que les entrepreneurs ont pu très rapidement avoir du support, et ça, c'est une force qu'on a, le réseau avec vos 140 professionnels, que bien des régions du Québec nous envient. Donc ça, je veux vous remercier pour votre disponibilité, votre engagement, et aussi votre souplesse, parce que vous vous imaginez bien que toutes les ententes qu'on a dû faire avec les différents paliers de gouvernement pour qu'il y ait des fonds investis pour soutenir les entreprises montréalaises, mais aussi pour que ces fonds-là se rendent dans les poches des entreprises, bien, ça prenait
des relais, des réseaux d'accompagnateurs, et vous avez été là très rapidement, vous faire preuve de souplesse pour qu'on puisse faire les ententes, qu'on puisse transférer les fonds et que ça puisse se rendre le plus tôt possible dans les poches des entrepreneurs. Donc, merci à vous pour ça. Pour la démarche, juste pour qu'on comprenne, là, depuis toutes les dernières semaines, on a été vraiment en mode urgence, d'essayer de trouver des solutions, des alternatives, des ententes avec les différents paliers pour répondre à des besoins urgents des entreprises. Pré-déconfinement. Là, on est en reprise progressive des activités économiques. Aujourd'hui, c'est à Montréal, c'est les restaurants notamment qui peuvent rouvrir. Là, donc, ils ont bon espoir que l'été soit bon. On leur souhaite. On espère qu'il va y avoir plein de monde dans les restaurants, sur les terrasses, particulièrement sur les terrasses du plateau Mont-Royal, parce que je suis aussi maire du plateau Mont-Royal. Et donc, on a travaillé en urgence et là, on s'est dit qu'il faut, pendant la période d'urgence, il fallait aussi planifier la reprise des activités. Et c'est ce qu'on a annoncé là, la semaine dernière, le plan de reprise 0-6 mois. Donc, ça nous prend des mesures concrètes pour repartir. Pour arriver à développer ce plan-là qu'on a annoncé la semaine dernière, qui s'appelle une impulsion pour la métropole, Agir maintenant, on a mis différents comités en place. On a mis un comité d'économistes en place, des experts économistes qui nous ont fait une série de recommandations. On a mis en place un comité consultatif composé des grands acteurs du développement économique montréalais et on a travaillé avec nos partenaires avec qui on est en relation quotidienne, donc PME Montréal, l'Association des sociétés de développement commercial, plusieurs réseaux de plus petites entreprises. On parle d'une vingtaine de thématiques là, avec des groupes de travail qu'on a mis en place pour arriver à concocter ce plan de relance, de reprise à très court terme. Et la prochaine étape, ça va être de travailler sur un plan un peu plus stratégique, là où on va identifier d'autres secteurs, mais on voulait vraiment donner une impulsion à la reprise des activités économiques. Merci beaucoup, Luc, pour la mise en contexte. Merci d'être là aussi. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu plus des axes d'intervention sur lesquels c'est bâti, ce plan-là? Oui, donc on a le plan de relance, il y a deux parties, si on veut. Il y a une partie où on a ciblé des projets d'infrastructure ou des projets qui demandent des grands investissements des autres partenaires gouvernementaux, soit du Québec ou du Canada. Donc, on a plusieurs projets là-dedans. On pense à l'agrandissement du Palais des Congrès, on pense à la requalification de certains grands ensembles patrimoniaux là, qui méritent des investissements qui ne sont pas utilisés en ce moment. Et on a une occasion parce qu'on sait que dans des contextes de crise économique, où l'investissement privé est moins au rendez-vous, c'est important que les partenaires publics prennent le relais pour la reprise économique. Donc, on a ciblé plusieurs projets, transport en commun, transport actif, habitation. Donc, évidemment, on souhaiterait un grand chantier de construction de logement social. Donc, ça, c'est la première partie sur, on a identifié déjà des projets prêts à démarrer. Des projets qu'on a déjà les plans, on a déjà les montages financiers et on a juste besoin d'avoir une contribution des autres paliers de gouvernement pour les partir. Donc, on en a ciblé une première liste. Il va y en avoir une deuxième à l'automne. Et en parallèle, on a ciblé aussi dans nos propres ressources des mesures qui pourraient donner un coup de pouce aux entreprises et aux entreprises pour lesquelles on peut avoir un réel impact. Donc, je l'ai dit à la conférence de presse, la Ville n'est pas en mesure de relancer l'industrie aérospatiale. Ce n'est pas à notre échelle. Ça prend vraiment les autres paliers de gouvernement qui peuvent avoir un impact là-dessus. Nous, on a ciblé ce qui était à notre échelle. Donc, on a ciblé... Bon, le premier axe, c'est vraiment sur le commerce, là où on a une série de mesures pour soutenir le commerce qui est évidemment important sur le plan économique. C'est beaucoup d'emplois. Et c'est aussi une contribution importante à la qualité de vie là, en milieu urbain. On apprécie d'avoir nos artères commerciales dans les quartiers montréalais. Le deuxième axe, on est vraiment sur du soutien là, vraiment aux entreprises qui sont... les deux premiers axes, c'est vraiment votre principal cœur de métier, là, de soutenir les commerces et les petites entreprises. Donc, on a un deuxième axe qui est vraiment de soutenir. Et notamment, on a une préoccupation pour les entreprises qui ont bénéficié de tous les programmes de prêt, qui sont maintenant endettés pour passer à travers, mais qu'il faut qu'ils survivent. Donc là, on veut voir comment on pourrait offrir un accompagnement particulier pour les entreprises plus endettées qui font face vraiment à des défis là, de viabilité à moyen terme. Et on veut rajouter aussi 1,7 million là, en économie sociale, donc dans le Fonds de développement économie sociale que vous gérez,
pour donner aussi une impulsion aux entreprises d'économie sociale. Le troisième axe, c'est vraiment le développement territorial, là, où là, on regarde les actifs de la ville. Donc, on a des terrains, la ville, on a des bâtiments, on a des enjeux particuliers, notamment sur la contamination, l'enjeu, c'est la contamination, mais nous, on veut les décontaminer les terrains dans l'est de Montréal pour qu'ils soient prêts lorsque les investisseurs vont être prêts, eux aussi, à réinvestir dans l'économie. Bien, nous, pendant ce temps-là, il faut qu'on s'assure que les terrains sont prêts, sont décontaminés. Donc, dans l'axe territorial, on a certaines mesures là-dessus. Et le dernier, on est vraiment sur mobilisation des acteurs, développement des compétences, rayonnement international. Les entreprises québécoises développent à l'étranger, ils ont un marché à l'étranger, notamment toutes les entreprises de l'industrie créative et numérique. Ils ont besoin d'une vitrine, et là, il n'y a pas de mission commerciale en ce moment. Donc, on est en train de travailler sur des formules, plus de vitrines virtuelles là, pour être capable que les entreprises puissent continuer à faire la promotion de leurs produits, services, etc. à l'étranger. Donc, ça résume les 4 grands axes. Les 22 mesures, je pense qu'elles ont défilé à l'écran. Je ne veux pas les passer une par une avec vous parce que ça va être un peu ennuyeux. On pourra revenir sur certaines mesures. Merci, Luc. Tu as eu de très bons mots tout à l'heure pour le réseau PME Montréal. Merci. Tu as parlé de notre disponibilité, de notre flexibilité. Si on parlait du rôle, de ta vision du rôle de PME Montréal dans le contexte de la relance, dans le plan de relance comme tel, donc tu en as touché un petit peu au niveau de l'économie sociale, mais nous parler peut-être des enveloppes que PME Montréal va gérer et de la complémentarité de notre travail avec celui du service de développement économique de la Ville de Montréal. Oui. Donc, comme je l'ai présenté d'entrée de jeu, le PME Montréal, c'est le réseau d'accompagnateurs et accompagnement-financement des entreprises montréalaises. Je le vois vraiment comme la porte d'entrée généraliste. On a aussi des partenaires plus spécialisés. On soutient Bonjour Startup, par exemple, qui a un angle spécifique sur les startups techno. On peut financer d'autres types d'incubateurs spécialisés en culture, etc. Mais vraiment, s'il y a une entreprise qui a besoin d'un accompagnement ou de financement, ce qu'on lui dit, c'est tu vas au réseau PME Montréal et eux vont être capables de t'offrir des services ou de te référer aux ressources plus spécialisées s'il y a lieu. Donc, on le voit vraiment comme le réseau d'accompagnement et de financement. Quand on a discuté, quand il y a eu la première annonce du gouvernement du Québec d'investissement des prêts de plus de 50 000 $ gérés par Investissement Québec, on a tout de suite interpellé le gouvernement du Québec pour dire « c'est super ». Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui ne se qualifieront jamais à ça. Et là, on a travaillé avec eux pour développer la première entente de 40 millions. Donc, on a parlé des besoins des plus petites entreprises et on a clairement positionné qu'à Montréal, celui qui peut gérer ça de la manière la plus efficace possible pour que ça se rende dans les poches des entrepreneurs qui ont un potentiel de passer à travers la crise, bien, ça nous prend des professionnels, puis c'est le réseau PME Montréal. On a fait la même chose avec le gouvernement fédéral. J'ai parlé avec la ministre pour voir comment est-ce que l'annonce qu'ils ont fait de fonds importants, là, le programme des prêts de 40 000 $, dont 10 000 $ pouvaient se transformer en subventions. Ils avaient une entente à l'extérieur de Montréal avec des organisations partenaires. Je l'ai contacté pour dire ça nous prend le même type d'entente. Et à Montréal, on a le réseau PME Montréal, donc on a réussi à faciliter cette entente-là. Donc, à chaque fois qu'il y a des possibilités d'avoir des ententes ou des nouveaux outils, notre but, c'est vraiment de les amener vers le réseau PME Montréal pour que ça devienne, vraiment, ça l'est déjà, mais que ça continue, qu'on renforce cette idée-là que si tu as besoin de soutien, d'accompagnement comme entrepreneur, tu vas à PME Montréal. Merci. Luc, puisque tu nous parles justement des fonds qu'on a eus de Québec, mais on va prendre la balle au bon, puis on peut te parler un petit peu, dans le fond, de l'opportunité qu'on a eue au cours des dernières semaines, de te résumer un peu ce qu'on a vu des demandes. Dans le fond, c'est un sondage qui nous a permis de voir un peu les états financiers on peut dire, dans le fond, là, des milliers d'entreprises, là. Puis, je pense qu'il faut regarder le côté positif de ce qu'on vient de voir. Il y a probablement un bon 50 % des demandes qui ont été acceptées, ce qui est beaucoup. Ouais, on a dit oui une fois sur deux. Moi, je pense que ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en regardant les états financiers des entreprises qui nous demandaient un peu d'aide, on s'est aperçu que la santé financière des entreprises en 2019 était très bonne. Ça fait qu'on a vraiment une base d'entrepreneurs sur l'île de Montréal, des petites entreprises qui constituent, comme on le sait, tout le monde, à peu près 98 % des emplois, là. Fait que ça,
Nous, on est contents de voir ça. Là. Les 140 employés, les 6 bureaux, on se réjouit de ça parce qu'on se disait, wow, on ne sait pas trop, on ne sait pas combien de milliers de demandes on va avoir, on ne sait pas en quel état ils sont, mais je pense que le message qu'il faut dire à nos 500 000 meilleurs amis, là, c'est que ça va quand même pas mal bien, peut-être mieux qu'on le pense. Alors, Luc, il y a une question au bout de ce que je suis en train de te dire. Puis c'est une question peut-être un peu plus personnelle. Tu as commencé à en parler en répondant à Nicolas, mais quel est le travail d'un élu pour convaincre les gouvernements à confier plus d'argent pour soutenir les entrepreneurs avec le fédéral, avec le provincial? Dans la mesure où tu peux nous dire les petits secrets ou comment ça se passe, on est curieux de savoir comment ça s'est passé. Bien, les discussions se font toujours à 2 niveaux parce qu'on a un service de développement économique très, très actif là, à Montréal. D'ailleurs, je veux le souligner, là, autant où vous avez vraiment fait preuve de disponibilité, d'engagement. Notre service de développement économique à la Ville de Montréal, là, dirigé par Véronique Doucet, moi, je suis tellement fier du plan de relance qu'on présente, au rythme où on l'a présenté et toutes les mesures qu'on a mises en place. C'est beaucoup grâce à l'équipe du service de développement économique qui travaille à une vitesse incroyable et qui est totalement dédié. Donc ça, je veux le souligner en même temps. Et les discussions se font aux 2 niveaux parce que le service est en discussion avec ses représentants au niveau du gouvernement du Québec ou du fédéral. Donc, il y a des discussions administratives qui se font. Il y a aussi des discussions politiques. Donc, moi, je peux en avoir, par exemple, j'ai donné l'exemple avec la ministre Mélanie Joly, qui est la responsable du développement économique pour le gouvernement fédéral. Au niveau du bureau de la mairesse, il y a des discussions avec le bureau du premier ministre. On a des discussions avec le bureau du ministre Fitzgibbon. On est impliqué dans les discussions sur le plan de relance sur la culture, autant via nos services que via les acteurs politiques. Donc, c'est vraiment une relation d'échange. Et je pense que le fait qu'on arrive puis qu'on a été si proactif puis qu'on a un plan de relance clair, c'est aussi une façon d'inviter les autres paliers de gouvernement pour dire, bien, nous, on sait où on s'en va. Et on a des projets, on a des solutions à proposer, embarquez avec nous dans la relance de Montréal. Donc, c'est aussi ça notre rôle, c'est un rôle de leadership, de rassembleur, de s'assurer qu'on travaille tous ensemble dans la relance de Montréal, autant au niveau des autres paliers de gouvernement que des acteurs locaux. Parce que quand on a mis en place le comité consultatif avec une quinzaine de représentants d'organisations du développement économique, il n'y a personne qu'on a invité en disant « Voulez-vous nous aider à planifier la relance de Montréal? » Il n'y a personne à Montréal qui nous a dit non. Les gens, ils sont au rendez-vous. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de mobiliser les forces vives du milieu pour qu'on s'en sorte tous ensemble. Puis on a été frappés fort à Montréal. Hein? Donc, on a vraiment été l'épicentre là, de la COVID. On est frappé fort, on se relève, on est ensemble, on est créatif, puis on veut évidemment inviter les autres paliers de gouvernement à ce qu'on travaille tous ensemble pour la relance de Montréal. Luc, au propos que tu viens de dire, j'ai juste le goût d'illustrer l'efficacité qu'on a eue collectivement entre le réseau, le service, les élus, entre le moment où vous avez négocié l'argent avec Québec pour le programme de fonds d'urgence, les modalités administratives qui ont été faites, nos professionnels qui ont analysé les projets, au moment où chacun de nous, on a pu avoir accès à l'argent. Dans les 24 heures, les chèques ont commencé à être remis aux clients. Donc, je pense que c'est une illustration concrète de l'efficacité qu'on peut tous avoir si on travaille bien ensemble. Oui, tout à fait. Et les programmes gouvernementaux, les annonces, il faut qu'il y ait un lien entre l'argent disponible et l'entrepreneur. Et si vous n'êtes pas là, il manque un maillon important, donc ça illustre bien ce besoin-là. Moi, j'aimerais ça continuer sur le rôle de la Ville, comme tu l'as présenté, mais par rapport à une mesure précise qui est dans le plan et qui nous a interpellés tous, c'est celle qui vise à aider les startups à travailler davantage avec les grandes organisations. Nous, on le voit dans le travail de nos ressources en commercialisation, des innovations, leur travail au niveau de l'accompagnement, du financement. On voit tout le potentiel d'innovation qui existe dans les jeunes, dans les petites entreprises. Mais bon, l'honneur de la guerre demeure toujours l'aspect de commercialisation à plus grande échelle. Tu vois comment le rôle de la Ville, puis peut-être des autres paliers de gouvernement, pour faire en sorte que les grandes organisations considèrent davantage les startups comme des fournisseurs de produits et de services, ce qui va amener assurément là, des nouveaux marchés pour les innovations qu'elles développent.
Bien, je dirais deux choses. Il y en a une qui est ce qu'on veut faire, là, on va annoncer un fonds là, spécifique là-dessus qui va être un incitatif financier pour les grandes entreprises de faire appel à des petites start-up parce qu'on va financer une partie de l'offre. Donc, ça va aider. Et on est sur l'idée de la preuve du concept. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise la petite puisse présenter à la grande. Et comme on va en financer une partie, on pense que ça va stimuler l'intérêt et on espère que ça va développer des relations à plus long terme, puis éventuellement que ça va aider la petite start-up à aller voir d'autres plus grands joueurs, parce que quand tu en as un qui te fait confiance et ça a marché, bien, ça t'aide pour aller en voir d'autres. Donc ça, c'est un des éléments. Puis ça a beaucoup sorti dans les enquêtes, sondages que fait Bonjour Startup là, auprès de son réseau là, des petites startups là, plus techno, là, qu'il y avait un enjeu là-dessus. L'autre élément qu'on a aussi mis dans le plan de relance, c'est notre propre politique d'approvisionnement comme on dit grand donneur d'ordre, mais nous, on en achète des services. On a un service d'approvisionnement très, très important et c'est difficile pour une petite entreprise de se qualifier sur les appels d'offres de la Ville de Montréal parce que c'est souvent beaucoup trop gros. Donc, on sait qu'il y en a d'autres qui se sont cassés les dents avant nous parce qu'ils auraient voulu faire ça. Et nous, on se dit, bien, on reprend cet enjeu-là. On met en place une cellule de travail en accéléré. On veut revoir notre politique d'approvisionnement pour être capable de faire de la place aux plus petites entreprises, start-up, entreprises d'économie sociale, petites entreprises dont les entrepreneurs sont issus de la diversité. Donc, d'essayer de voir comment on est capable d'avoir une politique d'approvisionnement qui prend en compte non seulement des objectifs de développement durable, ou pris dans son sens large, mais faire de la place aussi pour les petites entreprises locales montréalaises qui vont être un soutien réel à l'économie. Okay. Bien, merci. Puis soyez assurés de notre soutien là-dedans et notre collaboration. Je pense que c'est vraiment une mesure qui peut aider à accélérer la reprise. Merci. Luc, parlons du rayonnement économique international de Montréal. Je vais parler plus particulièrement des filiales étrangères, des filiales d'entreprises étrangères. Qui ont un poids considérable à Montréal parce qu'elles ne comptent que pour 1% des établissements présents à Montréal, mais 10% des emplois et surtout 20% du PIB de Montréal. Et le plan de relance s'appelle « Agir maintenant ». Donc, quel signal la Ville compte envoyer aux filiales internationales, aux entreprises qui auront des projets d'expansion qui vont être un peu en mode rattrapage étant donné qu'ils ont été mis sur pause pendant le confinement et qui voudront agir passer rapidement là, en mode action? On est très, très intéressés. Juste vous dire, moi, je suis, en tant qu'élu responsable au comité exécutif du développement économique, j'ai un poste sur le conseil d'administration de Montréal International, qui est notre partenaire là, principal sur la question de l'investissement étranger. Donc, évidemment, en ce moment, il y a un petit ralentissement sur des nouvelles installations, des entreprises de l'étranger qui viendraient s'installer à Montréal. Il y en a moins ces temps-ci parce qu'on est en contexte COVID, mais il y en a à un rythme un peu moins que d'habitude. Par contre, ce qu'on voit, puis ça c'est assez encourageant, c'est qu'au niveau de l'investissement des filiales, il est au rendez-vous. Donc, les filiales investissent en ce moment et c'est vraiment là où Montréal International a concentré ses efforts en se disant, on ne fait pas de mission commerciale, on en fait, là, mais un peu virtuellement, on se concentre sur les filiales et ça marche. Donc, en termes de chiffres, les filiales sont en augmentation importante par rapport aux autres années. Donc, on pense qu'il y a une bonne partie où les filiales bien installées, il faut qu'on les travaille bien, on est avec elles, vont compenser une bonne partie des nouvelles installations qui n'arriveront pas. C'est l'info que j'ai jusqu'à maintenant. Donc, on se concentre vraiment sur les filiales. Excellent. On a déjà aussi une relation de proximité avec Montréal International sur le travail terrain d'accompagnement des filiales également. Puis, on a le même son de cloche. Donc, c'est vraiment encourageant de voir que là, maintenant qu'on passe en déconfinement, certaines filiales vont mettre le pied sur l'accélérateur. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Mais au niveau, si on pense des fois au niveau de certains délais de traitement, des demandes de permis ou des choses comme ça, comme tel, et ça ne concerne pas uniquement les filiales d'entreprises internationales, mais c'est vraiment toutes les entreprises. Est-ce que la Ville, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Luc, ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux entrepreneurs, en fait, qui nous écoutent, pour les rassurer sur ce point-là, sur les délais de traitement des demandes au programme ou des demandes de permis? Bien, c'est sûr qu'on est dans une optique où on veut compenser le développement qui ne se fait pas en facilitant celui qui pourrait se faire. Donc, on a une attitude très proactive.
Après, bien, chaque dossier, c'est sûr qu'il y a de la réglementation. Là, on a quand même un avantage parce qu'il y a certains projets qui demandent un exercice de consultation publique, par exemple. Bien, dans les derniers mois, on ne pouvait même pas en faire. Donc là, tout est relancé parce qu'on a des moyens alternatifs qui ont été approuvés là, par le ministère des Affaires municipales. Donc, on peut faire des consultations virtuelles avec avis écrit. Donc, tout est pas mal reparti. La machine est repartie. Les employés de la Ville, beaucoup d'employés se sont aussi mis en mode virtuel parce qu'on avait le même défi, tout le monde. Puis, comment vous dire, transformer les pratiques pour un réseau de 140, c'est une chose, mais à la Ville de Montréal, c'était tout un défi d'assurer que les employés pouvaient travailler à distance. La plupart n'avaient pas l'équipement. Donc, on a vraiment fait, nous aussi, comme tout le monde, un virage numérique en mode accéléré, et ce qui fait qu'on a réussi à maintenir quand même une partie des services, mais pas 100%. Mais on est assez fiers de ça parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est fait pour toujours. Donc, on ne retournera pas en arrière. Donc, ça devrait aussi faciliter éventuellement la réponse aux demandes. C'est très rassurant. Merci. Luc, le plan de relance met l'emphase sur la transition écologique, la résilience des entreprises et l'importance du rôle des collectivités. On croit que nos organisations collaborent étroitement avec le milieu et nous sommes convaincus être les mieux placés pour contribuer au développement de nos territoires. Tu connais très bien nos organisations. Selon toi, comment peuvent-elles agir localement pour être un levier efficace dans la transition économique? Bien, c'est sûr que vous êtes ancré dans les territoires, vous êtes en contact directement avec les entrepreneurs, puis pour moi, les entrepreneurs, je le vois au sens large, donc les gens qui ont transformé cette église-ci en projet, en lieu de diffusion culturelle, c'était des entrepreneurs. Donc, comme vous êtes en contact, vous êtes la liaison, vous êtes ceux qui pouvaient les accompagner, les orienter, les aider à travailler leur montage financier pour que les projets se réalisent. Donc, je le vois comme ça. Vous avez plusieurs exemples de réalisation. Ici, c'en est une, mais il y en aurait dans chacun des territoires. C'est des choses que vous faisiez avant, que vous faites encore et que j'espère que vous allez continuer à faire dans l'avenir. Alors, évidemment, on est super emballé par l'axe qui vise à réinventer le développement économique sur le territoire. Tu le sais, on est des développeurs. On aime ça réinventer nos pratiques de travail, nos façons de travailler. Dans le plan de relance, il y a des mesures qui parlent de favoriser des projets d'occupation temporaire ou transitoire de locaux vacants. Ces mesures sont intéressantes pour des endroits comme le 4000 Saint-Patrick dans le sud-ouest ou le redéveloppement du site de la Seagram à La Salle. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais il y a des nombreux bâtiments qui sont inoccupés, qui appartiennent à la Ville ou à des promoteurs, qui pourraient être revalorisés. Donc, c'est quoi ta vision de la revalorisation de ces bâtiments-là dans un contexte de développement durable? Oui. Donc, on en fait déjà de l'occupation transitoire de bâtiments. On a, par exemple, à côté de l'Hôtel-Dieu, il y a la Cité des Hospitalières. Donc, il y a une occupation transitoire. Il y a le projet Young dans votre territoire, dans le sud-ouest. L'occupation transitoire, dans le fond, on a des bâtiments vacants et l'occupation transitoire, ça nous permet de tester des usages possibles de ces différents terrains ou immeubles-là dans le futur. Mais ça nous permet aussi qu'il y a du monde, puis pendant ce temps-là, bien, on est capable de les entretenir, puis ça fait que les bâtiments se dégradent moins. Donc, c'est aussi une mesure de préservation des immeubles. Donc là, avec une mesure spécifique, c'est qu'on veut continuer à faire des occupations transitoires et si vous avez bien lu avec attention le plan, il apparaît 2 fois. Oui. Donc, il apparaît dans la question du développement du territoire, il apparaît aussi dans le soutien au commerce, parce que quand on a fait la consultation sur les locaux vacants à Montréal, il y avait déjà quand même un taux important de locaux vacants, dépendamment des artères, là, mais il y en avait où il y en avait plus, et il va y en avoir probablement plus suite à la crise. Bien, une des façons aussi de garder du dynamisme sur une rue commerciale, c'est de s'assurer que les locaux vides puissent servir à d'autres usages. Et on sait, de l'autre côté, qu'on a soit des petites entreprises qui auraient envie de tester le marché, tester quelque chose. On a des organismes culturels, des organismes à but non lucratif qui offrent des services à la population qui sont souvent à la recherche de locaux. Donc, notre idée, c'est de voir comment on peut combiner les besoins-là puis d'utiliser les équipements qu'on a pour les requalifier, mais ça peut être toutes sortes d'usages.
Parfait. Puis ce qu'on voudrait, en fait, sur ces bâtiments-là, c'est que éventuellement, ils soient occupés. Dans le sud-ouest, concrètement, il y a un bâtiment, le 4000 Saint-Patrick, qui est présentement a été identifié au C40 sur le site de Reinventing Cities. Et les promoteurs, ils peuvent dès maintenant proposer un projet sur ce site-là. Et il y a un des critères qui est d'avoir une pépinière 3 à 5 ans. Donc, les entreprises qui vont pouvoir sortir des incubateurs vont pouvoir aller dans cette pépinière-là. Donc, c'est vraiment un besoin actuellement sur l'île de Montréal. Puis, ça prouve aussi que quand tout le monde travaille ensemble sur un projet, on peut développer des projets comme ça dans les bâtiments qui sont inoccupés. Absolument, c'est super intéressant parce que dans les différentes analyses que nous, on a fait au service de développement économique, bien, souvent l'accès à des locaux pour des entreprises dans le début, les premières trois années par exemple, bien, c'est difficile, on n'a pas beaucoup d'argent, etc. Donc, on peut aller dans ce type de bâtiment-là, mais après, il faut sortir puis trouver autre chose. Donc, une des mesures qu'on a mis aussi dans notre plan de relance, c'est de travailler à une stratégie d'acquisition collective de bâtiments. Donc, pas que la ville achète, mais que soit, il y a différents exemples ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, soit un OBNL, organisme à but non lucratif, soit une coopérative, qui puisse éventuellement devenir une société acheteuse où on achète des bâtiments dans lesquels il pourrait y avoir des très petites entreprises, des organismes culturels, des ateliers d'artistes, etc., dans des bâtiments. Et là, on pourrait se construire un parc d'immobilier collectif. Donc, c'est une des mesures sur lesquelles on veut travailler super intéressant. Rapidement. On a vu d'ailleurs à Nantes ce genre d'organisme-là qui fait ça, puis c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Ouais. Sur le thème de la mobilité durable, donc on a vraiment fait des pas de géant à cause de la crise, notamment en télétravail. Jamais on n'aurait pensé qu'autant d'entreprises allaient permettre aussi rapidement aux employés d'en faire. On a donc gagné des années sur la planification de la mobilité durable. Mais comment, à partir de ces acquis-là, on peut continuer à travailler selon toi? Oui. Donc, là, c'est sûr que le télétravail, c'était une question, puis il y a plusieurs entreprises qui se posaient la question, bon, oui, je voudrais bien éventuellement peut-être l'essayer. Bien là, tout le monde l'a essayé en même temps, puis s'y est mis à 100%. Ça pose toutes sortes de défis. Il y a des gens qui font une analyse, les employés sont moins performants. Bien, peut-être, c'est parce qu'ils s'occupent de leurs enfants en même temps, parce qu'il n'y a pas d'école. Donc, il y a un enjeu où il va bien falloir prendre le temps de mesurer l'impact et le potentiel de ça, mais je pense qu'il y a un réel potentiel et plusieurs entreprises ont vu ce réel potentiel-là et ça a évidemment un impact sur la mobilité. Donc, à plus court terme, ce qu'on a prévu, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain nous a proposé un projet particulièrement pour le centre-ville parce que, bon, actuellement, il n'y a personne dans les tours du centre-ville, il n'y a pas d'employés. Et les employés vont revenir progressivement. Donc là, il faut bien planifier le retour des employés parce que le réseau de transport en commun a une capacité limitée à cause des règles de distanciation physique. Donc, il ne faudrait pas que tout le monde revienne au bureau en même temps parce que là, on aura un petit enjeu. Donc, il y a l'idée vraiment de travailler avec les grands employeurs pour jouer sur la flexibilité des heures, probablement sur le maintien partiel du télétravail, etc. Donc là, ça, c'est un projet plus centre-ville. Et pour ailleurs qu'au centre-ville, on a une collaboration qu'on développe avec les centres de gestion des déplacements qui sont déjà en contact avec les employeurs pour voir qu'est-ce que le télétravail change dans leur politique de mobilité et comment on peut travailler là-dessus puis leur proposer des mesures qui permettraient aussi probablement d'avoir plus de flexibilité là, sur les heures de travail, mais aussi sur l'accès au travail. Donc, il y a le transport en commun, mais il y a des lieux qui pourraient être accessibles à vélo, mais il n'y a pas d'aménagement, donc c'est juste impossible de s'y rendre. Maintenant, on a des vélos à assistance électrique, etc. Donc, d'essayer de voir qu'est-ce qui est possible en termes de mobilité là, pour les grands employeurs, aussi en dehors des réseaux centraux. Et les centres de gestion des déplacements, c'est notre partenaire principal là-dedans. C'est d'ailleurs un partenaire qui est primordial, je trouve, pour le thème de la mobilité durable. On a d'ailleurs des comités entre-entreprises qui travaillent sur le terrain avec les entreprises pour chercher des solutions en matière de mobilité alternative. Donc, c'est sûr qu'on va continuer ce travail-là. Puis, je voulais te mettre au courant aussi qu'aujourd'hui, on sort, PME Montréal, un service de soutien numérique aux entreprises. Donc, pour les aider à, justement, bonifier leur offre en matière de télétravail pour vraiment
que les entreprises, puis tu sais, on est bon là, en télétravail, mais il y a moyen d'être meilleur aussi. Donc, on va avoir ce service-là, juste aller sur le site de PME Montréal, puis les entreprises vont pouvoir chatter directement avec quelqu'un pour les aider dans ce sens-là. Non, mais c'est intéressant parce que les plus petites entreprises, souvent ont des moyens plus limités. Puis pendant la période d'aide d'urgence, on a lancé un appel à projet là, à des organismes à but non lucratif qui accompagnent des entreprises pour leur dire proposez-nous des solutions que vous pourriez aider les entreprises. Et on a eu une entreprise d'économie sociale là, qui s'appelle Incertec qui a développé justement un service d'accompagnement pour les très petites entreprises pour les aider à avoir aussi un service à distance sécurisé. Parce que là, on est tous passés au télétravail, mais donc pour la sécurisation des données, etc., on a besoin d'accompagnement. Et si vous êtes capable d'offrir ça, je suis sûr que ça va être très apprécié des petites entreprises. Oui, merci. On parle aussi dans votre plan de favoriser le développement de pratiques innovantes en aménagement et en mobilité durable. Est-ce que tu crois que PME Montréal peut être un acteur facilitant pour la mise en œuvre de projets? Parce que les équipes terrain de PME Montréal, on ne fait pas juste du financement, on a des commissaires industriels, des commissaires au développement commercial, des gens qui travaillent à la commercialisation. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent devenir des catalyseurs dans ce programme-là et faire lever des projets? Par exemple, le corridor d'innovation industrielle sur Saint-Patrick, il s'inscrit totalement dans cette mesure-là. Alors, ma question, c'est comment comptez-vous vous servir de nous pour aller plus vite, pour aller plus loin dans le programme Aménagement et mobilité durable qui est super intéressant? Donc, on a lancé un programme pour des investissements immobiliers, notamment là, sur le bâtiment durable, etc. Donc là, on est en appel à proposition. C'est comme tous les autres programmes, je pense que comme vous êtes en contact direct avec les entrepreneurs, les promoteurs locaux, je pense que vous pouvez très bien aider à faciliter la liaison pour que les gens sachent que le financement existe, les conditions, les accompagner dans l'élaboration du projet. Et si vous avez d'autres propositions à faire sur comment ça peut fonctionner, bien évidemment, je pense que la balle est un peu dans votre camp aussi à nous proposer comment vous pourriez avoir une contribution supplémentaire si vous voyez des choses qu'on nous, on ne voit pas. Je pense qu'on est super intéressés par ça, tous les pôles PME Montréal. Chacun a une vision et du développement à faire dans son pôle. Évidemment qu'on pourrait travailler sur des projets de verdissement, des projets en aménagement aussi, puis même des projets en optimisation de l'énergie. Fait que ça pourrait être très intéressant qu'on puisse y participer dans ce programme-là. Ma dernière question, c'est sur les industries créatives et culturelles. Donc, on sait que certains secteurs des ICC ont beaucoup souffert de la crise. Il y en a d'autres que ça a bien été, le gaming, mais il y en a beaucoup qui ont très souffert de ça. Donc, vous avez parlé de réinventer le rôle des industries créatives et culturelles, dont les lieux de diffusion culturelle, dont un où on est présentement. Quelle est ta vision de l'avenir des ICC et quelles sont les mesures mises de l'avant dans votre plan pour les industries créatives et culturelles? Oui. Donc, c'est sûr que là, on a parlé beaucoup dans les derniers mois de réinventer dans le contexte actuel, hein, parce que je pense que tout ce qui se faisait était super pertinent et ça doit continuer. C'est juste qu'en attendant qu'on puisse avoir accès aux salles, il faut trouver d'autres modèles, comme toutes les entreprises ont dû faire. Là, je pense aux restaurateurs qui se sont mis à faire des repas pour emporter, ils ne faisaient jamais ça. Puis, donc, tout le monde a dû s'ajuster. Bien, les industries culturelles et créatives, c'est la même chose. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, bon, ils ont accès à toutes les autres aides que les entreprises ont accès, là, que vous fournissez. On a mis en place un programme particulier là, qu'on a annoncé très récemment de 500 000 $ plus pour les salles, les petites salles là, alternatives, les cinémas indépendants, vraiment pour leur donner un coup de pouce pour assurer leurs frais fixes. Donc, c'est une subvention là, qui peut aller jusqu'à 20 000 pour les salles de diffusion culturelle et 15 000 pour les cinémas indépendants. Donc, c'est un coup de pouce pour les aider en attendant. Et on a aussi, pour les salles alternatives, annoncé un programme d'1,4 million pour les aider à faire des investissements. Donc, pour faire des améliorations physiques. C'est sûr que s'ils ont espoir de passer à travers, bien, ça peut être une bonne occasion de faire des travaux pendant qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, c'est dans ce sens-là. Et évidemment, ce n'est pas des montants énormes, mais quand nous, on met ça sur la table, bien, ça a un effet de levier avec les autres partenaires gouvernementaux. Donc, évidemment, nous, on dit la Ville, on peut mettre ça sur la table, puis là, on parle avec d'autres acteurs pour arriver à mettre un programme qui va être un peu plus structurant pour ces réseaux-là. On lance aussi le programme sur les ateliers d'artistes, donc il va aussi être intéressant, une version un peu
améliorée du dernier programme. C'est ça que je te dirais pour l'instant. Parfait, merci. Luc, j'aurais aimé te parler de développement économique de l'Est de Montréal. Tu ne seras probablement pas surpris. Hein? Je suis engagée dans ce développement-là depuis plus de 20 ans. Jean-François et moi, on participe depuis plusieurs années sur une mobilisation importante, des actions concrètes pour voir au déploiement économique de l'Est de Montréal. Je ne te cacherai pas que c'était très rassurant de regarder dans le plan que vous avez quand même mis des priorités, notamment en termes de décontamination. Est-ce que tu vois une voie concrète sur une façon qu'on pourrait agir, nous, le Réseau PME Montréal, appuyer les efforts du service et de la Ville pour continuer à aller de l'avant sur les besoins qui sont criants là, pour l'économie de l'Est? Bien, sur l'Est de Montréal, moi, quand j'ai été nommé au comité exécutif, on dirait que ça fait tellement longtemps. Ça ne fait pas longtemps, mais une des 3 priorités que la mairesse m'a données, c'est le développement de l'Est de Montréal. Donc, c'est sûr que, et ça reste une priorité, là, vous le voyez bien dans le plan de relance. On a mis un plan de relance qui est sous le signe là, très clairement de la solidarité sociale et de la transition écologique. Et on sait que l'Est de Montréal a autant d'enjeux sociaux, mais il y a un potentiel incroyable d'en faire un exemple de reconversion et de transition écologique de l'économie dans un territoire de Montréal. C'est un territoire qui a énormément de potentiel. Donc, on le garde, nous, comme une priorité. On le garde dans nos priorités très court terme. Dans l'Est de Montréal, évidemment, il y a les terrains contaminés, mais qui vont devenir du potentiel de développement de projets intéressants, mais on a aussi un axe de transport en commun qui est absolument essentiel, et la ligne bleue, et le train Notre-Dame. Donc, ce sont des conditions essentielles pour le développement, et là, on a besoin, évidemment, de nos partenaires des autres gouvernements. Pour spécifiquement sur ta question, qu'est-ce que PME Montréal peut faire de plus? Ou autrement, j'ai 2 réponses. Il y en a un, vous êtes en contact directement avec les promoteurs, entrepreneurs, comme je dis depuis le début quand vous me posez ces questions-là. L'autre, c'est, bien, si vous avez des idées, proposez-le. Donc, dans le fond, c'est sûr que moi, je vois le réseau PME Montréal comme ancré, proche de son territoire, qui connaît son territoire, qui est en contact avec les entrepreneurs. Donc, s'il émerge de ça des potentiels de projets de relance, autant d'entreprises que des projets structurants qui peuvent avoir un impact dans le milieu, bien, moi, je vois que vous pourriez certainement jouer un rôle là-dessus. Et à cet effet-là, moi, j'envisage éventuellement, là, on est vraiment dans la relance court terme. On était dans l'aide d'urgence, là, on tombe dans la relance court terme, la reprise, là, mais pour moi, dans une perspective plus stratégique, 6 mois, 18 mois et un peu après, il faut qu'on discute de la relance, du développement de projets structurants dans les milieux, pas seulement dans les quartiers centraux et au centre-ville. Ça prend des projets structurants ailleurs, dans les quartiers, dans tous les quartiers de Montréal. Et là-dessus, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble dans cette perspective-là pour avoir à la fois les ressources pour faire lever des projets, parce qu'il y a des quartiers où il y a plein d'entrepreneurs, puis la dynamique est bonne, puis ça se passe. Puis il y a des quartiers où il y en a moins, mais il y a un besoin quand même de développer des projets. Et là-dessus, je pense que vous pourriez certainement jouer un rôle intéressant. Et je suis évidemment intéressé à discuter de ça avec vous. Vous le savez. Je te dirais, au-delà des équipes de permanents du réseau PME, sache que nos membres de conseil d'administration et de comité d'investissement veulent prendre une part active, en fait, au développement de projets structurants, projets de développement de nos quartiers, développement de nos milieux. Donc, tu peux compter sur nous. En effet, je pense que Jean-François a raison. Tu peux compter sur nous pour les développer puis réunir des acteurs mobilisés dans notre territoire. Je peux peut-être te rappeler le projet, maintenant, l'initiative concrète de Synergie Montréal, qui est un exemple d'une prise en charge des acteurs économiques pour voir comment on pouvait transformer notre économie puis aider concrètement des entreprises. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on accompagne avec nos professionnels des entreprises dans leur virage vers une économie plus durable pour adopter des pratiques éco-responsables, introduire des technologies propres. On a pu le faire avec l'appui de partenaires, notamment la Ville, le gouvernement du Québec, Desjardins. Puis, bien que l'initiative au départ était dans l'Est, mais on a vu que le modèle était pertinent pour l'ensemble de l'économie montréalaise, chose qu'on fait maintenant avec votre appui. Dans le plan, encore, le plan de relance, veux pas, ça nous donne des frissons de voir que l'économie circulaire fait partie, est un vecteur très important de votre plan.
si vous aviez à parler à des PME, comment on introduit la portion durable, verte, circulaire pour convaincre nos PME à plonger, celles qui n'auraient pas encore souhaité ou entrepris des actions concrètes pour le faire? Bien, c'est que nos programmes vont être des incitatifs, c'est-à-dire que la Ville va utiliser ces programmes de financement pour encourager, inciter les entreprises à faire ce type d'investissement-là, puis on va en subventionner une partie. Donc ça c'est une façon qu'on peut structurer le développement. L'autre, c'est qu'il y a des opportunités d'affaires, là, hein? Donc là, la Ville lance clairement le message. L'avenir du développement économique de Montréal va reposer sur la solidarité sociale et la transition écologique. Le premier ministre du Québec, pendant la crise, a dit « La question de l'autonomie alimentaire du Québec devient une priorité nationale. » Donc, agriculture urbaine, développement de l'autonomie alimentaire, transition écologique. Moi, si j'étais un entrepreneur, je me dirais « J'ai des opportunités d'affaires. » Ce n'est pas juste une question de valeur, c'est une question de business et il va y en avoir et c'est ça l'avenir. Tout à fait. Je pense que, Luc, tu mets le doigt sur le bon élément. C'est au-delà des valeurs, parce qu'on peut changer de façon importante nos façons d'être en affaires, mais c'est avant tout un choix rentable de prendre ce virage-là. Puis on a plein d'exemples à Montréal pour le démontrer aux entrepreneurs, comment ce virage-là a été avantageux, stratégique, à aider aussi leur compétitivité. Donc, heureuse de savoir qu'on va pouvoir travailler encore ensemble sur cet aspect-là, puis qu'on va pouvoir collectivement convaincre nos entreprises à prendre le virage. Merci, Annie. Ben, Luc, ça m'a fait notre discussion. Un grand merci d'avoir pris le temps et de venir échanger avec nous. On se souhaite des rencontres comme ça, occasionnellement. Donc, au nom des collègues, au nom, en fait, du réseau PME Montréal, merci. Je te laisse le mot de la fin. Bien, merci à vous. On a eu plusieurs échanges dans les derniers mois sur des écrans. Ça fait vraiment quand même du bien de voir du monde en personne. Je dis, on est tellement enfermés chez nous depuis longtemps, donc ça me fait bien plaisir. Je veux juste confirmer l'importance, je pense que vous le savez, là, mais l'importance stratégique du réseau PME Montréal dans le développement économique de Montréal. Vous êtes un partenaire précieux, reconnu. La Ville n'a jamais investi autant de ressources dans son réseau de soutien aux entreprises et au développement économique local. C'est parce qu'on y croit, c'est parce que vous êtes efficace, puis on veut continuer à travailler dans ce sens-là pour les prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, Luc. Merci.